Alors, Pierre Quay, à qui je vais passer la parole dans quelques minutes, est directeur de recherche en philosophie au CNRS et également membre du bureau scientifique de l'Association des Amis de Gaëtan Picon. Il a donc pris part à la préparation de ce colloque et nous lui devons d'être magnifiquement hébergé pour ces 2 journées dans cette salle qui porte temporairement le nom de Gaëtan Picon. Pierre Quay est un grand spécialiste des questions liées à l'architecture, qui est à la fois un art et une technique, et c'est un axe majeur de ses travaux. Il a tout d'abord travaillé sur Vitruve. Il a publié notamment Le savoir de Palladio en 1995, qui a reçu le prix Eugène Carrière de l'Académie française. Et puis, 4 ans plus tard, chez Vrin, Empire et décor, le vitruvianisme et la question de la technique à l'âge humaniste et classique. Et tout ça explique aussi qu'il est, avec Françoise Choé, traduit le De Re Aedificatoria d'Alberti, traduction qui a été publiée au Seuil en 2004. Et alors, je voudrais mentionner aussi, parce que c'est un axe qui a émergé un peu plus récemment, sur un axe de réflexion autour des questions de pratique et de technique, morale et chaos, principe d'un agir sans fondement, aux éditions du Cerf en 2008, critique de la destruction créatrice, c'est le principe de Schumpeter, production et humanisme, aux Belles Lettres, et chez le même éditeur, en 2020, Durer. Duré. Les historiens d'art font tous là. C'est Duré. Mais il y a un élément pour la transformation productive. Il est vrai que parler de transformation productive chez Durer, ça serait un peu audacieux. Du moins, ça serait anachronique. J'ai montré que la tradition vitruvienne avait préparé ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Bon, mais je ne vais pas du tout parler de cela. Et je vais commencer par faire un bond en arrière de 10 ans. Donc, nous allons passer de 1968 à 1958, ou plus exactement à 1959, au moment de la création du ministère de la Culture, des Affaires culturelles, plus précisément. Jean-Michel Rebatté disait qu'il y avait un saut de génération entre 1973 et 1968. Ce saut de génération est encore évidemment bien plus marqué, bien plus accentué entre 1958, qui a vu la restauration de l'État et le renouvellement du service public, et 1968, qui a vu le renouvellement de la société, de ses valeurs, au prix de la désinstitutionnalisation de l'État. Donc on voit bien le conflit. Je vais essayer de montrer, à travers la lecture de Culture et création, je vais essayer de montrer comment Gaëtan Picon a servi la construction de cette nouvelle République, et mieux encore, combien son apport est considérable au principe de la République. Culture et création fait partie d'une série de 3 conférences que Gaëtan Picon a prononcées dans ses fonctions de directeur des arts et lettres au ministère de la Culture de 1959 à 1966. Ce sont des discours à portée institutionnelle qui visent à justifier, tous 3, la création des maisons de la culture et d'en expliquer le rôle, maisons de la culture, qu'André Malraux considérait comme le fer de lance de sa politique. Le titre du premier discours annonce sans ambiguïté ces enjeux institutionnels. Il s'agit de la culture et l'État, prononcé par Gaëtan Picon le 19 janvier 1960 à Béthune, où le ministère de la Culture envisageait précisément de créer une maison de la culture. Culture et création, qui est le centre de notre réflexion, publié en 1964, a été en réalité prononcé le 3 mai 1962 à la Maison de la Culture du Havre. Je salue Bruno Pinchard, je crois
que ton père était présent à ce moment-là. Oui, présidé cette maison à ce moment-là. Enfin, il faut rattacher à ces deux premiers discours l'allocution que donne Gaëtan Picon, toujours sur les maisons de la culture, il faut garder ce prisme, que donne Gaëtan Picon à Amiens le 16 février 1966. Je ne m'attarderai pas sur la dimension proprement institutionnelle de ces discours. Je vous renvoie à cette fin au livre remarquable de Philippe Urfalino, L'invention de la politique culturelle, ainsi qu'à la série d'articles qu'il a plus particulièrement consacrés à l'action ministérielle de Gaëtan Picon. Je vais pour ma part me concentrer sur leur dimension philosophique, tant il est vrai qu'il est peu de discours ministériels dans l'histoire de la République française qui s'appuient sur un fond philosophique aussi dense. Mais auparavant, je me permettrai une simple remarque historique. Pendant 3 siècles, Paris a été la capitale mondiale des arts et des lettres. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, Paris est la scène privilégiée des révolutions artistiques de l'art moderne, tout en restant la référence absolue de l'art académique à travers l'école des beaux-arts. Paris tenait alors les 2 bouts de la chaîne. Or, tout cela s'est estompé d'un coup après 1945, où le modèle français de l'instauration symbolique de l'État et de la nation par les arts a été remis en cause par les 2 grandes tendances culturelles que les discours de Gaëtan Picon évoquent toujours comme une menace et avec la plus extrême méfiance. D'abord, la culture du divertissement dont témoigne la culture populaire américaine, le cinéma, le jazz, à laquelle fait pendant la politique de la table rase que revendique la critique marxiste, renvoyant aux poubelles de l'histoire bourgeoise toute la culture sur laquelle reposait jusqu'alors la légitimité intellectuelle française et plus généralement européenne. Cette évolution de la vie culturelle correspond bien au nouvel ordre international né de la Seconde Guerre mondiale, qui remet en cause les fondements de la culture humaniste dont la Renaissance a tracé le programme. Il est clair que la refondation des institutions à laquelle procède le général de Gaulle à partir de 1958, que son ambition de restaurer la grandeur de la France ne pouvait faire l'économie d'une refondation de la politique culturelle et artistique, capable de répondre à ces 2 défis, à ces 2 menaces, et à cette fin, capable aussi de concilier patrimoine et création, passé, présent et avenir, comme le rappelait Bernard. La question fondamentale que se pose Gaëtan Picon est d'inspiration nietzschéenne. Nous avons évoqué l'importance de Nietzsche dans la réflexion de Gaëtan Picon. Gaëtan Picon affirme que la culture est moins menacée par la vie moderne qu'elle ne constitue elle-même une menace pour la vie. On retrouve ici le grand thème des secondes considérations intempestives, de l'utilité et des inconvénients des études historiques pour la vie, les considérations de Nietzsche, texte que Gaëtan Picon qualifie à juste titre d'une des plus hautes et actuelles méditations sur la culture, et qu'il citera à nouveau dans son discours d'Amiens de 1966. Si la culture est, selon lui, dans une situation critique, comme il l'affirme en 1966, sa crise est interne, fruit de sa propre évolution. Je cite Gaëtan Picon, « La culture n'a-t-elle pas aussi ses périls, non pas des menaces extérieures qui pèsent sur elle, mais la menace qu'elle porte dans son sein ?» Mais quelle est la nature de cette menace interne à la culture elle-même ? Toute culture accomplie, selon Picon, repose sur 3 strates. La première strate, c'est la culture patrimoniale. La deuxième strate, c'est ce que Picon appelle la culture existence ou participation à la vie, la culture dite vivante et qu'on aurait tort de trop lier à la question du vitalisme, laquelle enfin n'est pas la même chose, et c'est la troisième strate, que la création. Patrimoine, culture vivante, création, il faut bien distinguer ces 3 moments, ces 3 niveaux. La première strate de la culture, c'est la culture patrimoniale, c'est-à-dire la culture du passé, culture, je cite Gaëtan Picon, oisive, inopérante, inefficace,
qui menace d'étouffer la culture du présent par l'accumulation croissante que favorisent paradoxalement les moyens modernes de communication. Cette culture oisive est non seulement la culture scolaire, la culture transmise, mais aussi la culture que diffusent les nouveaux moyens d'information. Mais alors, que serait une culture vraie, je cite Gaëtan Picon, vraie et vivante? Gaëtan Picon reprend à son compte la citation de Goethe qui ouvre les secondes considérations intempestives de Nietzsche. Je cite Goethe, « Du reste, je déteste tout ce qui ne fait que m'instruire sans augmenter mon activité et l'animer directement. La culture, c'est la connaissance, et je continue, et là je cite Gaëtan Picon et non plus Goethe, la culture, c'est la connaissance capable, sinon d'engendrer, du moins de suivre le mouvement de la vie. C'est la culture existence, ou encore, je l'ai dit, la culture participation à la vie, qui permet à chacun d'être un acteur de la vie sociale, voire qui permet de changer sa vie. Si la culture inerte est une exposition universelle, un patchwork de références disparates, la culture vivante, quant à elle, est au contraire de l'ordre de l'œuvre d'art, et je dirais même de l'œuvre d'art classique, qui procède moins par accumulation que par sélection et retranchement. La culture, dit Gaëtan Picon, est l'ordre, l'unité organique qui n'inclut que les éléments qu'elle peut composer. La culture vivante est liée à une collectivité, à une civilisation. Elle est la forme mentale de la collectivité à laquelle l'individu appartient. Elle donne son style à l'époque. Elle exprime, je continue à citer Gaëtan Picon, elle exprime le style spirituel et sensible de l'existence collective actuelle. En tant que telle, elle est une force historique déterminée et sans doute est-ce le manque de cette vie de la culture que Gaëtan Picon a perçu dans le mouvement de mai 68. Cependant nous sommes loin du dernier mot de Gaëtan Picon sur la culture. Vraiment loin. Gaëtan Picon n'est pas dupe. Il se rend compte de tout ce qu'une telle définition idéaliste de la culture a de dangereux, de menaçant, bien davantage encore que la culture inerte et patrimoniale. Car cette culture vivante, c'est la culture au service de la domination des nations ou des classes hégémoniques sur les autres nations ou les autres classes. Et pourtant, je cite Gaëtan Picon, et pourtant nous éprouvons un certain malaise à définir cette culture vivante parce qu'elle exclut par l'étroitesse de l'ordre qu'elle affirme. Et il précise, la culture ne doit-elle pas reconnaître ce qui est en dehors d'elle? Y a-t-il encore culture quand l'autre est totalement absent? Mais qu'en est-il de cette altérité qui travaille, qui ronge ce qu'on appelle la culture vivante et qui renvoie aussi bien à l'idéologie marxiste qu'à la culture mercantile venue des États-Unis? Entendons-nous bien. Alors, c'est ici que la création, troisième définition de la culture, que la création est appelée à jouer tout son rôle pour affranchir la culture de sa volonté de puissance. La création, c'est l'autre dans le même. C'est ce qui entre en discordance, en rupture avec la culture vivante d'où elle émerge. En Union soviétique, dans les États totalitaires, précise Gaëtan Picon, on ne construit qu'avec ce qui est concordant. Alors pourquoi la création est-elle nécessairement discordante? Parce que ce qui fait l'œuvre n'est rien d'autre que son noyau infracassable de nuit. Gaëtan Picon cite les propos de Breton concernant les contes bizarres d'Hakim von Arnim. Donc c'est son noyau infracassable de nuit, ou encore, là je cite Picon, l'insaisissable de l'être, sa part inconditionnée, irrécupérable par quelque domination que ce soit, que celle-ci soit commerciale ou bien politique, ce que Picon appelle aussi l'insommable. Entendons-nous bien, la création ne vient pas rendre obsolète le patrimoine. Ça, c'est la logique des avant-gardes.
logique révolutionnaire. Mais elle remet en cause la culture organique, vivante, dominante. Elle le fait en revivifiant le patrimoine. Elle en fait surgir de l'inédit, précisément pour surmonter l'enfermement de la culture organique d'une société, comme peuvent l'être la culture commerciale américaine ou la culture idéologique des pays marxistes, qui, toutes deux, convergent pour abolir la culture patrimoniale. Dès lors, la culture vivante, organique, qui semblait la référence, devient au contraire le moment négatif de la culture au bénéfice du patrimoine, qui retrouve, grâce à la création, une nouvelle jeunesse. C'est précisément la mission que Malraux et Picon confient aux maisons de la culture. J'ai donc présenté brièvement la conception de la culture que défend Picon dans le cadre de son action ministérielle et qui repose, nous l'avons vu, sur la dialectique du patrimoine et de la création. Je vais maintenant conclure sur sa signification politique. Philippe Urfalino affirme à juste titre que Malraux et Picon ont eu pour ambition, au moyen du ministère de la Culture, d'élever la Ve République au rang, je mets des guillemets, au rang d'un État esthétique, selon l'expression de Friedrich Schiller. C'est-à-dire un État qui fédère sa communauté non pas par les mœurs et les échanges économiques, ce que Schiller appelle l'état dynamique, le qualificatif est vraiment bien trouvé, l'état dynamique, ce que les philosophes appellent l'état de nature, ni par sa constitution et son ordre juridique, c'est l'état éthique et politique, mais par le partage sensible de l'art et de la culture. Malraux pensait qu'une société où la religion ne joue plus de rôle public a besoin d'un substitut et qu'il appartient précisément à la culture de se substituer à la religion. Dans la tradition idéaliste où Picon et Malraux puisent leur programme, il n'y a évidemment pas d'État sans liberté. Mieux encore, la puissance de l'État dépend de la valeur de la liberté qui l'anime. Or, si nous savons à peu près à quoi correspondent la liberté des mœurs dans l'état dynamique, ou bien la liberté politique dans l'état de droit, en revanche, la liberté telle qu'elle doit régner dans la culture, la liberté qui fonde l'état esthétique est un bien plus rare et plus difficile à définir. La question se pose en ces termes. Que signifie donc être libre pour chacun des trois acteurs principaux de l'état esthétique que sont l'administration, en particulier l'administration de la culture, d'une part, deuxièmement le public, et troisièmement les artistes, et qui forment en quelque sorte, administration, public, artistes, qui forment en quelque sorte les trois pouvoirs fondamentaux de ce genre d'État. Pour répondre à cette question, je vais essentiellement m'appuyer sur le discours de Gaëtan Picon de 1968, donné à Amiens. Pour l'État, être libre signifie, je cite Gaëtan Picon, être capable d'agir sans y être déterminé par son intérêt propre, par sa raison d'État. Autrement dit, l'État organise, par sa politique culturelle, son propre retrait, ce qui en même temps l'extrait de son enfermement, ce qui explique pas mal de choses, d'une certaine liberté de la politique culturelle par rapport à l'idéologie, à la doctrine fondamentale du gaullisme. L'État esthétique protège la culture de l'idéologie de l'État politique, de sa mobilisation par les stratégies de domination, de sorte que la culture devient même un remède aux pathologies du pouvoir et de sa volonté de puissance. L'état esthétique est en quelque sorte un état apolitique, pour reprendre l'expression qu'emploie Thomas Mann dans ses contributions d'un apolitique de 1917, et qui est une réflexion extrêmement profonde sur l'état esthétique que représente l'Allemagne au-delà du Second Reich et au-delà des enjeux, des conflits idéologiques que porte la Première Guerre mondiale. Quant au public, deuxième pouvoir de cet état esthétique, il est libre, et je cite Gaëtan Picon, quand il est capable d'échapper à sa pente naturelle, capable de préférer le difficile au facile, la tragédie au happy end. Quand il est capable de ne pas se complaire au divertissement, dit-il encore. Bref, le public, et je continue à citer Gaëtan Picon, le public n'est libre que par le sérieux et la noblesse de l'esprit. Grand classicisme ici de Picon.
Enfin, troisième pouvoir, les artistes. Les artistes ne sont libres que s'ils échappent au conformisme idéologique, aussi bien qu'aux sirènes du marché et au plaisir du divertissement, aux deux grandes menaces, autant géostratégiques qu'intellectuelles, que j'ai évoquées tout à l'heure. Je cite Gaëtan Picon, « L'artiste n'est libre que si ses œuvres ne lui sont dictées ni par un pouvoir politique, ni par un style standardisé de production. » Voilà donc la haute mission civilisatrice à laquelle Gaëtan Picon s'est attaché, aux côtés d'André Malraux. Il est clair que même si la culture continue aujourd'hui à jouer un rôle considérable dans la vie politique et sociale, nous ne sommes pas dans un état esthétique, faute sans doute de pouvoir assurer la liberté spécifique que réclame son institution. La culture n'est plus qu'un élément parmi d'autres de ce que Schiller appelait l'état dynamique, l'état des mœurs et des échanges, à la fois le sociétal et le marché. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Pierre. Non seulement c'était passionnant, mais en plus... J'ai été un vraiment bon père de famille. Ah. Je le sais, par ailleurs. Alors, merci beaucoup. Vous avez donc rappelé les définitions de la culture que Picon donne dans ce texte important. Et comme la matinée s'est ouverte avec le Nietzsche de 1937, je voudrais rappeler très brièvement la manière dont il met en place l'articulation entre culture et civilisation dans les premières pages de son essai, enfin dans le premier chapitre. Il définit la civilisation comme l'ensemble des manifestations de la vie d'un peuple et précise que Nietzsche présente, je cite à nouveau, présente moins une théorie de la civilisation qu'une théorie de la culture. Et cette distinction, nous la retrouvons très exactement à la page 13, lorsqu'il écrit « Autrement dit, si l'idée de culture se réfère à l'idée de connaissance, elle se réfère aussi à l'idée de civilisation, et c'est cette relation qui éclaire le coefficient de vie et d'action dont nous avons vu marquer l'idée de culture. » Donc, on retrouve là également ce qui était en jeu dans le Nietzsche de 1937, le temps de la connaissance et le temps de l'action, et il va en être largement question encore cet après-midi. Alors, j'ai une question à vous poser. C'est sur l'usage très pertinent dans le contexte de votre communication de la notion d'état esthétique, qui me gêne un peu parce qu'en lecteur de Benjamin, notamment, je pense bien entendu, et vous avez fait allusion à Thomas Mann, je pense bien entendu... de Benjamin, Thomas Mann. Oui, mais bien sûr. Mais je pense à ce que Benjamin, à la fin de son essai de 1936, sur l'œuvre d'art à l'ère de la reproductibilité technique, dit de l'esthétisation du politique pour l'opposer à la politique de l'esthétique, à la politique, donc en gros pour opposer le Troisième Reich et la manière dont il effectivement annihile le politique à travers l'éclat des rituels, enfin. C'est l'exemple même d'une capture de l'esthétique par le politique, c'est-à-dire c'est véritablement ce que Picon et Malraux ont essayé d'empêcher. Et c'est assez drôle parce que finalement cette politique du ministère de la Culture, elle n'est pas totalement adéquate à l'état juridique, éthique et politique que De Gaulle a construit. De Gaulle a construit un état juridique, politique. Ouais. Bon, c'est le fameux discours de janvier, du 31 janvier 1964. C'est vraiment la magnifique construction institutionnelle. Bon, le ministère de la Culture est absolument étranger à cette histoire-là. Ça ne veut pas dire que ce soit un ministère privé, ou que ce soit un ministère... Il met en place cette troisième dimension fondamentale
que Schiller appelle l'état esthétique, et qui est un état apolitique au sens où Thomas Mann. C'est très important. Et il faut relier considération d'un apolitique, considération d'un intempestive. On va dire le titre que choisit Thomas Mann est effectivement extrêmement... Et c'est le même projet que Nietzsche. Nietzsche, Thomas Mann, Picon, Malraux, c'est le même projet. Un peu différent. Le projet de Nietzsche et de Thomas Mann, c'est tout de même une réconciliation avec le politique, chacun dans son ordre. Alors que Nietzsche, ce qui conduit, ce qui aiguillonne Nietzsche, et c'est un combat, Jean-Michel Rabaté le précisé, c'est un combat titanesque, c'est de dire, mais la victoire de la Prusse en 1870, c'est un désastre. C'est le début de la première considération intempestive consacrée à David Strauss. C'est un désastre, c'est totalement prophétique. Thomas Mann reprend ce thème, que la culture doit être apolitique. Et que jamais l'Allemagne n'a été aussi grande quand elle a été seulement un État esthétique au XIXe siècle, avant les processus d'unification. Et ce que Malraux et Picon essayent de construire, c'est une politique de la culture qui sorte de la volonté de puissance, parce qu'ils se rendent compte que les politiques culturelles d'après-guerre sont au service des hégémonies. Et que ce qui fait la différence française, c'est de conduire une politique culturelle digne des temps précédents, digne de cette grandeur que j'ai rappelée, sans pour autant qu'elle soit au service d'une hégémonie. Bon, on reconnaît là aussi, je pense, la politique diplomatique du général de Gaulle. Oui. Non, mais je reformule ma remarque. C'est tout simplement que de Gaulle et Picon, en accord avec Thomas Mann d'ailleurs et Schiller, dénoncent comme des manipulations, des instrumentalisations du politique, aussi bien disons la politique soviétique que la politique nazie. Alors que Benjamin... Mais même américaine, qui est vue comme un instrument de... Oui. Ça, c'est l'esprit, évidemment, du général de Gaulle, mais qui est vu comme un instrument de domination. De domination, oui. Il faut tout de même rappeler, je veux dire, j'ai rappelé quelques éléments politiques tout à l'heure, que ce soit Malraux, ça c'est évident. Mais même Gaëtan Picon se sont rapprochés très tôt du général de Gaulle. Gaëtan Picon ne rejoint pas la sphère gaulliste en 1959. Il était déjà très proche du général de Gaulle au moment de la création du rassemblement du MRP. Du RPF. C'est le RPF, Rassemblement populaire français. Et Martine, vous m'avez montré des lettres, la correspondance que De Gaulle et Picon ont entretenue dans les années 48-49. Donc il y a tout de même un projet assez complexe où chacun joue sa partition, mais qui conduit à ces éléments de dépolitisation et surtout de retrait de l'hégémonie. À travers la culture, alors que ça avait été la question fondamentale après 1914, faire de la culture un instrument d'hégémonie. Que ce soit en Russie, en Union soviétique, en Allemagne et même aux États-Unis après 1945. On parlait de Greenberg tout à l'heure, mais précisément, il y a un livre... On pourrait faire une critique politique. Un livre qui a pour titre « Comment New York vola l'idée d'art moderne à Paris ». Vous savez que c'est en 1964 que le prix de la Biennale de Venise, pour la première fois, le Grand Prix a été remis à un Américain, Rauschenberg en l'occurrence. Et d'ailleurs, ça nous mène cette histoire-là jusqu'à l'exposition 70-72, qui rassemble 10 ans d'art français. Et dans ces 10 ans d'art français, nouveau réalisme, figuration narrative, avec lesquels Picon n'est pas du tout en accord. Et donc, dans ce livre, Guilbeault montre que la CIA s'est beaucoup intéressée à la manière dont l'action painting, l'abstraction informelle pouvait être diffusée à travers le monde. Donc cette question d'hégémonie culturelle est très importante.